Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons une personne vraiment super agréable avec laquelle j'ai fait connaissance. C'est notre amie Stéphanie Fassa. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur Mais l'émission. moi aussi. Donc, on a eu des synchronicités qui nous ont permis de nous rencontrer et ça a été un peu magique entre nous. Donc, Oui. j'avais envie de partager cette expérience avec nos auditeurs parce que tu as une histoire assez émouvante à raconter. Et Mhm. surtout, j'avais envie de partager ce que ça avait changé en toi. Donc, on va te laisser te présenter un petit peu pour te mettre à l'aise. Et puis alors, comme d'habitude, on discute. Ok, ça marche. Ben, je me présente, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants, grand-mère aussi d'une petite fille de 3 ans, et je suis accompagnatrice de vie. Cette reconversion professionnelle est là depuis presque 3 ans maintenant. J'accompagne au niveau spirituel avec un petit mélange de développement personnel parce que voilà, la vie a fait que je me suis formée dans les deux domaines et que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. La spiritualité doit aller avec tout ce qui est la psychologie et la pertinence de l'être. Et voilà, moi je fais un métier qui ne m'était pas écrit à la base, ou peut-être si dans mon contrat d'âme, mais à la base c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais faire comme profession, parce que j'ai fait des études d'art à la base, et la vie m'a amenée à travers toutes mes expériences à m'amener dans ce domaine. Donc voilà, D'accord. ça c'est vraiment au niveau professionnel comment ça se passe. Alors donc tu as quand même une histoire un peu particulière à raconter au départ parce que c'est un cheminement qui a été compliqué au départ. Oui, Peut-être nous raconter un tout petit peu, d'où ça vient, oui. toute cette expérience que tu peux mettre à profit à l'heure actuelle? Mais je suis en pleine écriture de mon histoire, et comme je démarre mon histoire, j'ai écrit ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est vraiment Ouais, ce qui c'est le moins qu'on ressort puisse dire. de mon histoire. Donc effectivement, j'ai un parcours assez atypique et une histoire de vie très dure et très compliquée. Je suis née d'une maman solo, maman très jeune qui m'a eue à l'âge de 16 ans. Dans un premier temps, tout se passe plutôt bien, même si ma maman a caché cette grossesse et je suis arrivée tel un Kinder surprise. J'ai eu beaucoup de soucis de santé. À l'âge de 8 ans, j'ai été hospitalisée pour une maladie aux hanches très très rare. Donc j'étais en fauteuil roulant pendant 2 ans. Et puis, la vie a fait que ma maman s'est remise avec quelqu'un, a tenté de reconstruire sa vie avec un homme qui, malheureusement, pendant 5 ans, de mes 10 à 15 ans, va être violent, et avec lequel je vais vivre des abus sexuels pendant 5 ans. 5 ans de souffrance, de maltraitance, d'incompréhension de la part de ma maman, parce qu'elle ne m'écoute pas, ne me croit pas. Enfin voilà, ma maman est dans un état de santé et psychologique très 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 mal. Et donc, au bout de 5 ans de souffrance, je décide de m'enfuir, de m'échapper de ce calvaire, ce qui n'a pas été facile parce que cette personne a voulu me tuer, parce que savait très bien que si je parlais au final de tout ce que je subissais depuis 5 ans, savait très bien que pour lui, ça n'allait pas être, ça n'allait pas être tout rose. Donc, j'ai fini par aller à l'école avec des policiers en civil parce que j'étais menacée de vitriol. Bref, il y a eu tout un chemin assez compliqué, une procédure d'éloignement. Euh, et j'ai tenté jusque l'âge de 16 ans d'être en mode survie, comme je dis toujours à cette période de ma vie. Et puis, la vie a fait que c'est que j'ai rencontré celui qui allait être le papa de mes plus grands. Et je me suis un peu accrochée à lui comme une bouée pour essayer qu'on me sauve. Et voilà, la vie a fait que j'ai attiré à moi des personnes qui correspondaient à mon mal-être, et forcément des personnes qui étaient aussi mal et qui ont continué un peu ce chemin d'humiliation, de maltraitance envers moi. Tout ça m'a amené pendant une trentaine d'années à vivre vraiment
beaucoup de souffrance. Mon corps m'a énormément parlé, mais à ce moment-là, je l'écoutais pas. La mort est venue frapper quelquefois à ma porte. Il a fallu, je pense, la dernière fois que je comprenne vraiment que mon corps, mon âme était en souffrance et appelait à l'aide face à mon vécu et tout ce que j'avais pu subir. Et c'est là, il y a maintenant presque 8 ans, j'ai commencé ce travail d'introspection, ce travail sur moi, pour comprendre. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais vécu autant de souffrances. J'avais le sentiment d'être quelqu'un qui ne méritait pas d'être heureuse, qu'au final, pourquoi je suis venue sur cette terre en fait? Si c'était que pour souffrir au final, hein, c'était vraiment ça. Et puis, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, j'ai compris que cette souffrance était en fait un véritable cadeau. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de le comprendre et de l'entendre, mais c'était un cadeau pour aller justement faire toute cette introspection, aller nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé en moi, aller guérir tout ce qui avait besoin de guérir, pour justement faire de moi celle que je suis aujourd'hui et me permettre d'accompagner et d'aider d'autres personnes qui ont certainement vécu les mêmes blessures et les mêmes traumas que les miens. Mais en fait, je me permets quand même de te poser deux petites questions pour ne pas que je perde le fil aussi, parce que je trouve que c'est interpellant. En fait, quand on a discuté ensemble, hein, puisque bon, j'ai eu l'occasion d'un petit peu discuter avec toi pour comprendre hein, ton vécu, tu m'as dit deux choses qui m'ont interpellée. Oui. La première, c'était quand tu as déposé plainte à la police, tu as eu une remarque un peu cinglante. Et alors, donc, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus 2 secondes parce que je trouve que c'est interpellant et voilà, ça peut. Donc, quand la police vient parce que j'ai décidé d'essayer de m'enfuir suite à une lettre que je vais écrire je voulais aller en internat en fait. Pour moi, c'était le seul échappatoire. Il fallait que je parte, mais il fallait que je fasse une lettre. Et il a voulu me frapper parce qu'il voulait voir cette lettre que je ne voulais pas montrer et que j'ai cachée parce que je savais très bien que si je la montrais, c'était fini, j'étais plus là. Donc je me suis enfuie de cet appartement, puis je suis revenue, puis je me suis enfuie, je suis revenue. Et donc, pour finir, elle a réussi, ma maman, à le mettre dehors et il est revenu en tabassant sur la porte, il voulait nous tuer. Et là, elle me demande d'appeler la police parce qu'elle sent qu'on est vraiment en danger. La seule chose qu'elle a réussi à me dire dans ce moment-là, c'est ne parle pas de ce qu'il t'a fait subir, sinon je vais aller en prison à cause de toi. Et donc à ce moment-là de ma vie, je me dis chouette, enfin elle me soutient, elle me sauve, mais en fait non, elle ne me sauve pas, elle essaye de me dire de me taire au final. Un déni vraiment sur vraiment. Et quelque part, par loyauté parentale, je veux sauver ma maman et donc je ne dis rien. Donc on arrive au commissariat où on est toutes les deux entendues parce que on a des coups toutes les deux. Et là, du coup, je ne dis rien parce que je protège ma mère de cette histoire et je m'oublie complètement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Au final, j'ai passé mon temps à sauver les autres avant de comprendre que c'était moi-même que j'avais besoin de sauver de cette histoire. Et donc, alors, oui, au niveau de la police, tu déposes une plainte et on te répond que tu ne peux pas déposer de plainte. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire, en fait, que je t'ai racontée. Quelques mois après cette histoire, en fait, je suis une ado, hein, j'essaye de me reconstruire et de vivre. Et j'ai envie d'une glace. Il est 22 heures et j'ai envie d'une glace comme une ado. Et on a une petite boutique de nuit pas très loin de chez nous et je dis à ma maman que j'aimerais bien aller en chercher une. Elle me dit oui, vas-y. Et au moment où je sors de cette boutique, je sens que quelqu'un me suit. On le sent très fort, ce genre de choses. J'accélère le pas et je me retourne. Effectivement, il y a quelqu'un qui me suit. À cette époque, on m'avait donné une bombe lacrymogène pour me protéger au cas où il m'arriverait quelque chose. Et justement, j'avais cette petite bombe dans ma poche que je serrais très très fort à ce moment-là parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Ce monsieur ou ce jeune homme, je ne sais plus, m'interpelle en me demandant l'heure. Je ne lui donne pas l'heure et arrive par derrière et m'attrape par la gorge.
j'ai ce réflexe de prendre ma bombe et de lui balancer à la figure, sauf que je me ramasse la moitié du gaz aussi, et je peux dire que ça fait très très mal. Donc j'avais la moitié du visage avec le gaz, je suis rentrée en courant, en pleurant, en hurlant. Donc là, c'était l'époque où il y avait encore la police et la gendarmerie, il y avait les deux encore à ce moment-là. Et donc on a fait appel à la police à ce moment-là, qui sont venus pour entendre ce qui m'est arrivé. Et ils m'ont clairement fait comprendre que comme j'avais une arme prohibée, ben, que c'est moi qui allais avoir des ennuis en fait. Donc, on décide de ne pas porter plainte en fait. Voilà, on a peur. En plus, avec tout ce qu'on venait de vivre, la police, le machin, j'avoue qu'on était émotionnellement et psychologiquement faibles. Donc, on a décidé de ne pas porter plainte. Sauf que le lendemain matin, j'ai la gendarmerie qui vient parce qu'ils ont eu vent, je ne sais pas comment, mais ils ont eu vent de cette histoire. Ils suivaient un autre dossier, certainement. Certainement, voilà. Et donc, ils viennent en me demandant pourquoi je n'ai pas porté plainte au final. Et là, ben, je leur explique ce que les policiers de la veille nous ont dit. Et il me dit, mais madame, mademoiselle, est-ce que vous avez toujours cette lacrymogène? Je dis oui. Non, non, qui me dit, vous n'avez pas compris ma question, est-ce que vous l'avez toujours? Je dis, ben non. Ben voilà, vous allez pouvoir déposer plainte. Et en fait, suite à ça, donc j'habitais dans un immeuble de 26 appartements, moi j'étais au premier étage, et il m'explique qu'il y a une jeune fille au rez-de-chaussée qui a vécu la même chose que moi, je sais plus si c'était le jour même ou la veille, et que en fait ils étaient sur un réseautage de jeunes filles qui étaient enlevées pour emmener dans les pays de l'Est pour des réseaux de pornographie au final et de prostitution surtout. Dans quelle région étais-tu à ce moment-là? Je vivais sur Bruxelles, oui. Et donc, je me dis que j'ai échappé à quelque chose de très grave et qu'au final, cette petite bonbonne m'a sauvé la vie. Donc, ça aurait pu être une bonbonne de lac, n'importe quoi, mais quelque part, cette petite bombe m'a sauvé la vie. J'avoue que je n'ai plus suite de cette histoire parce que pour moi, après ce que je venais de vivre, ça de plus ça, j'ai tout balayé et j'ai quitté Bruxelles après parce que pour moi, Bruxelles, c'était source d'ennui, de souffrance au final. D'ailleurs, j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps et j'ai senti que mon cœur était réparé avec Bruxelles, mais il m'a fallu vraiment beaucoup d'années pour remettre un pied là-bas en tout cas. C'était très compliqué pour moi. Alors, oui. Dans ton cheminement, Stéphanie, comment comprends-tu, que tu attires à toi des situations qui ont un rapport avec les agressions sexuelles, les violences intrafamiliales. Comment tu le comprends en fait Alors justement, c'est cette ouverture à la spiritualité, même si j'ai été élevée là-dedans, mais qu'il y a des choses que j'ai beaucoup occultées et que j'ai mis de côté par peur de jugement, les croyances, bref, tout ce qui était fait. La vie m'a amenée à travailler avec des personnes qui m'ont fait prendre conscience et je suis quelqu'un d'autodidacte, j'ai lu énormément de choses parce que j'avais besoin de réponses et de comprendre. Et donc, dans mon cheminement, j'ai compris qu'on est des êtres vibratoires et énergétiques, qu'on émet une certaine vibration et qu'en fonction de notre vibration, nous allons attirer en résonance, j'ai envie de dire, avec notre vécu. Sauf qu'il y a aussi ce qu'on appelle les schémas transgénérationnels, des schémas répétitifs de génération en génération qui m'ont amené à comprendre, et ça, c'est des faits que ma mère m'avait racontés aussi, mais elle a dû me raconter ça que j'avais 7-8 ans, donc il y a des choses que j'ai pas tout compris de ce qu'elle me racontait. Et maintenant, avec mon regard d'adulte et de maman, elle a elle-même subi des abus sexuels. C'était aussi quelque chose. Et donc, quelque part, c'est comme si je portais en moi ces mémoires transgénérationnelles, cette vibration. Après beaucoup de travail en hypnose, c'est l'accompagnement que je propose aussi, mais j'ai pu comprendre que j'ai été abusée dans d'autres vies. Donc, quelque part, c'est comme si c'était cristallisé en moi toutes ces violences physiques, tous ces abus, tous ces traumas, et que j'étais là pour les guérir. Ce que j'ai compris aussi dans tout ce cheminement spirituel, c'est que depuis la nuit des temps, la femme a vécu des choses horribles dans le passé. La femme a toujours été humiliée, rabaissée, violée, violentée. Et quelque part,
on est énormément de femmes, si pas toutes, à porter ces mémoires à l'intérieur de nous. On les porte toutes, sauf que certaines, et j'en fais partie, sont là pour nettoyer toutes ces mémoires, pour les libérer, pour que justement notre génération future ne porte plus le poids de France et les stigmates de tout ça, en fait, au final. Et c'est ce qui m'a amené à comprendre que, à travers ma vibration et mon énergie, ben, au final, j'attirais ça à moi. Et ça a été difficile de le comprendre. Hein. C'est quand j'ai entendu ça, je fais, bah non, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Si, c'était ma résonance, c'était ma vibration qui a fait que je devais vivre ça pour justement. Mais le but était réparateur. Le but n'était pas de destruction. Mais ça pour pouvoir le guérir et le libérer et aller dans quelque chose d'autre, quoi, dans quelque chose de bien plus beau au final que toute cette souffrance. Ouais. C'est ce que je dis toujours, c'est les cadeaux de la vie, même si parfois ils sont mal emballés, ou même voire même très très mal emballés. Mais au jour d'aujourd'hui, je dis toujours, on me dit si tu pouvais recommencer ta vie, je changerais rien en fait, rien du tout. Sinon, je serais pas celle que je suis et je serais pas là avec toi à en discuter et en parler. Mais non, je changerais rien. Ça a fait une femme forte, fragile, vulnérable. Enfin, ça a fait beaucoup de choses. Féminine, qui a de l'empathie, qui a une conscience des valeurs. Oui, exactement. Donc là, l'idée. Alors, il y en a qui sont du principe de dire que on ne peut pas dire qu'on mérite ceci. C'est pas une question de mérite. Voilà, il faut bien faire la différence. Hein. Je veux dire, c'est pas des karmas qu'on voit comme une punition. Non, non. Ici, c'est un apprentissage. Alors, il y en a qui disent qu'on rentre aussi dans un cercle. Oui, mais alors si tu acceptes ça, ce serait de dire que tu dois te réincarner systématiquement, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord non plus. Je me dis que en fait, plus tu avances vite dans ton apprentissage, et au final, plus tu seras vite libéré aussi. Je pense que c'est un cadeau. C'est comme moi, je vois ça plus dans l'idée d'un amour inconditionnel d'un père qui va dire, bah écoute, tu n'as pas compris, c'est pas grave, on va te l'expliquer d'une autre manière, mais ne te tracasse pas, tu as tout le temps. Donc tu décides à ton rythme de faire ton expérience. Et je vais dire, l'âme, étant donné qu'elle n'est pas matérielle, elle n'est pas dans une souffrance physique comme nous on l'est, mais par contre elle incarne un corps à chaque fois, un corps qui souffre. Mais l'âme en elle-même, elle survit à chaque fois de toute manière. Donc au final, c'est que de l'amour inconditionnel. C'est oui, pardon. C'est exactement ce que tu dis. En fait, cette souffrance, c'est une invitation à l'amour inconditionnel, mais à l'amour de soi, à revenir à ça. Moi, je me suis rejetée toute ma vie, je me suis auto-flagellée, j'ai perdu 50 kilos, j'avais mis des couches émotionnelles autour de moi énormes. Je ne m'aimais pas, je me rejetais de la vie. C'est pour ça que j'ai failli mourir plusieurs fois. Je préférais mourir que de continuer à vivre dans tout ça. Et tout ce travail m'a amené au pardon, à me pardonner, et surtout toute cette souffrance que je me suis infligée, mais surtout à réapprendre à m'aimer en fait. Alors à revenir à cet amour qui est à l'intérieur de moi. Alors je sais que beaucoup de personnes me disent mais c'est atroce ce que tu as vécu, mais justement c'est ça le cadeau. C'est hors de cette souffrance, qu'est-ce que j'en fais? Soit je passe ma vie à être une victime et je sombre et peut-être que je suis dans l'alcool, la drogue, la violence, je ne sais pas, et peut-être que je finis par me suicider, je ne sais pas, ou soit j'en fais un cadeau, une force et je peux aller, je peux en faire quelque chose pour aider d'autres personnes qui comme moi ont vécu la même chose. Et c'est moi le chemin que j'ai décidé au final d'emprunter. Donc tu prends ça comme un libre arbitre parce qu'en fait moi quand je suis un peu trop souriante à la limite j'ai des retours de dire mais comment tu peux dire que tout est facile etc tu comprends pas mais je dis c'est ça la part du libre arbitre qu'on nous donne. On a le choix. Alors il y en a qui te disent non c'est pas vrai je n'ai pas le choix moi je suis comment tu peux justifier que par exemple toi Stéphanie ou moi Anne on arrive à passer outre certaines choses et que d'autres on semblerait ne pas avoir les capacités de le faire? Alors je pense qu'on a toutes les ressources et les capacités pour y arriver, sauf que la peur de beaucoup de choses nous freine, la peur du changement, la peur du bonheur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le bonheur et donc se disent que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne le méritent pas.
ce sont beaucoup de croyances que l'on va se faire et que la société aussi va nous mettre, qui vont en fait nous empêcher d'avancer. Et tout le monde me dit, tu es courageuse. J'estime que c'est, enfin, pour moi, c'est pas spécialement courageux, c'est juste un choix. Comme tu dis, j'ai décidé d'arrêter de subir ma vie, mais plutôt de prendre ma vie en main et de faire un choix. Je dis souvent dans mes accompagnements que, et ça peut paraître très paradoxal, mais que l'humain est addict à la souffrance parce que c'est quelque chose qu'il connaît au final. C'est quelque chose qu'il a connu toute sa Rassurant. vie. Et c'est rassurant. Et donc, quelque part, il se dit, bah, vu que j'ai souffert toute ma vie, autant que je continue, inconsciemment, bien sûr. Oui, bien sûr, on se comprend bien. Voilà. On se dit, bah, au final, je Parce vais qu'on continuer. connaît, parce qu'on connaît. Voilà, c'est quelque chose de connu. Et Oui, que donc, confortable. du coup, la joie, le bonheur et la libération, ben, moi, je connais pas trop, donc j'ai peut-être pas trop envie d'aller là. Et j'adore donner l'exemple de quand je me suis mise avec mon mari, avec mes ex-compagnons, on a passé notre temps à s'engueuler, se disputer. Je n'ai connu que ça toute ma vie. Et quand je me mets avec lui, la première année, on ne se dispute jamais. Mais je trouve pas ça normal. Parce que justement, j'ai toujours connu ça. Et ma première réflexion au bout d'un an, c'est de lui dire, c'est bizarre, on se dispute pas, nous, ce n'est pas normal. J'ai eu cette, j'ai eu cette sensation-là aussi, moi. C'est marrant parce que tu as vraiment la même démarche. On se l'est dit, hein, qu'on se ressemblait beaucoup au niveau de Mais notre oui, compréhension, mais j'ai ressenti exactement la même chose. Je me dis, un jour, mon ex-compagnon me téléphone en me disant, amuse-toi bien. Et dans mon idée, c'était, mais pourquoi il me sort un truc pareil? Qu'est-ce qui va me tomber dessus quand je vais rentrer? j'ai Tellement je exactement la connaissais. même phrase que toi. Qu'est-ce qui va m'arriver parce que c'est trop beau ce bonheur? Exactement. Une des phrases que j'ai dites. Et je me souviens qu'il me dit, mais mon amour, si tu veux, on s'engueule. S'il y a que ça pour te faire plaisir, je veux bien égayer ta journée. Et c'est là que je commence à prendre conscience que j'ai tellement été conditionnée dans cette souffrance qu'en fait, une part de moi me dit, mais non, en fait, c'est trop beau pour être vrai. Je n'y ai pas droit, je ne le mérite pas. Et c'est tout ce travail qui m'a amené à me dire, mais en fait, si, j'y ai droit. Souvent, on regarde les gens qui sont heureux, on se dit, mais eux, ils ont la chance, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, en fait? Eux, ils se Alors, sont oui. autorisés et pas nous. Oui. Donc en fait, on est en train de se dire parfois qu'on donc c'est le plus difficile en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de pardon et de bienveillance. Je veux dire la bienveillance, on l'a souvent pour les gens en extérieur, mais on l'a très, très peu pour soi-même. Et là, tu as l'air de dire qu'il faut vraiment revenir à soi au départ. Oui, il faut revenir à soi je dis toujours les paroles qu'on dit aux autres, c'est peut-être à soi-même qu'on a besoin de se les dire. C'est vraiment quand on parle aux gens ou qu'on dit, «Prends soin de toi, fais attention, tu devrais», c'est pas à toi-même que tu aurais besoin de te dire ce genre de choses. Heu, j'ai toujours l'exemple aussi de donner, si tu payes un massage à une amie ou quoi, c'est peut-être pas toi qui as besoin de ce massage, ça te ferait peut-être du bien à toi-même, en fait. Et parce que c'est plus facile de le dire aux autres que de se tourner, en fait, et de se regarder, voir sa vérité en face, en fait, tout simplement. De se voir tel que l'on est et d'aller explorer à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce que j'ai besoin, en fait, au final, pour être heureuse? Qu'est-ce qui Mais c'est peut-être m'empêche les aussi? rencontres, mais peut-être que les rencontres justement sont tellement bien faites qu'au Bien final elles sûr, réveillent chaque fois en nous une blessure, ou oui, une mise en conscience qu'on devrait avoir. Et c'est vrai oui. que quand on rencontre la personne, je dirais il y a un échange qui se fait, un échange d'énergie. Et cette énergie, ben, elle est profitable à partir du moment où, comme on ne le voit pas en soi, parce que c'est compliqué, comme tu dis, hein, on ne sait pas faire. Il faudrait se mettre devant le miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est la personne que tu as en face de toi, en fait, au final. Mais au final, on est tous des enseignants l'un de l'autre. Je dis chaque rencontre, même la personne qui vous fait du mal, est là pour vous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est là pour vous transmettre? Et la personne à qui vous essayez d'aider, mais qu'est-ce qu'elle est là pour vous transmettre? Cet effet miroir, comme tu dis, c'est qu'est-ce qui s'y reflète? Quand vous avez toujours quelque chose qui dérange chez l'autre, pourquoi ça vous dérange? Parce que c'est certainement que ça vient éveiller quelque chose à l'intérieur de vous et qu'il faut aller me comprendre. Et c'est ça tout ce travail que j'ai fait, que j'ai appris à aller, aller à l'intérieur de moi, aller Mmh. comprendre ces schémas, mon mode de fonctionnement, les blessures que j'ai, mon vécu tout simplement. Mais beaucoup de personnes me diront: «C'est difficile». Ah, j'ai pas dit que c'était facile, hein. En 8 ans de travail sur moi, il y a beaucoup des hauts, des bas, des moments où j'ai eu envie d'envoyer tout balader parce que je suis passée par de nombreux moments de souffrance.
Mais aujourd'hui, je regrette pas et je sais que le travail sur moi, il n'est pas fini, c'est le travail d'une vie. Sinon, je serais plus là. S'il n'y avait plus rien à faire, c'est que voilà. Mais j'amène tout ça avec beaucoup plus de légèreté à l'intérieur de moi. Ça devient de plus en plus facile. Comme on en avait échangé, quand je dis maintenant, quand il y a une difficulté qui vient à moi, ma première réflexion, c'est de me dire, OK, si cette difficulté vient à moi, c'est que je suis capable de la gérer. Deuxième chose, si ça vient, c'est qu'il y a un cadeau, c'est que je vais apprendre une leçon. Et donc, je me dis, OK, ça va être quoi le cadeau? Mais du coup, quand on rentre dans cet état d'esprit face à une difficulté, certes, elle peut être compliquée, mais elle est beaucoup plus gérable et abordable. On amène beaucoup plus de légèreté dans ces difficultés au final. Cette idée de surfer, en fait, de surfer sur la vague, parce que la vague, en fait, elle pourrait être destructrice, mais si tu prends cette énergie-là pour justement surfer dessus, tu peux avoir une magnifique expérience. Il y en a qui Oui, jouent avec les vagues, hein. Donc, oui, mais dire, je joue on de plus en devrait être des surfeurs de la vie. je joue de plus en plus et chaque fois qu'il y a une expérience, même si elle est difficile, des fois j'éclate de rire et mon mari me dit, mais tu te rends compte et toi t'éclates de rire. Mais oui, mais parce que voilà, c'est une Mais expérience de vie. explique un peu justement ton expérience qui était un Il y a peu. quelques jours, voilà, j'ai fait des petites bêtises. Je suis en train d'allumer un allume-bougie et je mets du gaz, mais il y en a qui coulent partout. Je fais ça dans l'évier et tout ça et j'ai l'impression qu'il ne se remplit pas ce truc-là, donc je le nettoie et grossière erreur, je l'allume et donc ça fait pouh, ça prend feu. J'ai un peu les sourcils, les poils de bras qui ont, j'ai été effleurée par le feu. D'abord, je panique très fort, forcément mon cœur bat à 100 à l'heure. Et puis, je mets mes mains dans l'eau froide pour vraiment apaiser le feu. Et là, mais j'éclate de rire. Et mon mari me dit, mais j'ai cette expérience-là, je l'avais pas encore faite, tiens. OK, qu'est-ce que je dois comprendre derrière ça? Mais j'ai un fou rire nerveux. Et lui, il est en panique totale. Je dis, ça va, c'est bon, je suis en vie, la maison n'a pas explosé, tout va bien. Mais lui, il va lui mettre 1 heure et demie pour se remettre de ça. Moi, je suis morte de rire parce que, ben, oui, il y avait un message et je l'ai compris, le message derrière ça. C'est que je brûlais un peu certaines étapes de ma vie et j'allais un peu trop vite. Voilà, la vie m'a dit, oh, fais attention, tu vas te brûler si tu continues d'aller trop vite. Et donc, c'était le message, je l'ai compris, mais je l'ai pris avec beaucoup d'humour et je le raconte, voilà, mais tout le monde me dit, mais tu te rends compte, tu aurais pu cramer. Et ben, ouais, ben voilà, je suis en vie, c'est bon, quoi, c'est bon, c'est une expérience de vie. Donc, c'est ça que je dis maintenant, je surfe et je suis très détachée de tout ça. Je suis plus autant affectée qu'avant parce que sinon, on se pourrit la vie, en fait. C'est vraiment ça. On se pourrit la vie, c'est souvent le cas, hein, c'est nous-mêmes, je veux dire par nos Oui, perceptions, parce que en fait le problème c'est pas la situation en elle-même, c'est comment tu vas la percevoir. Donc si tu es dans un stress et dans une angoisse, évidemment ta sensation va être désagréable. Si oui, par contre tu te dis bon, on lâche prise et puis oui, on analyse, on prend du recul, on regarde avec de la hauteur et que c'est surtout que ça n'effleure pas trop nos émotions, c'est c'est de ça. prendre la situation en prenant de l'éloignement au niveau des émotions. Et là, on voit plus de manière cartésienne ce qui en est. C'est parce que les émotions souvent perturbent notre perception d'une situation. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est prendre de la hauteur. C'est arriver à prendre de cette hauteur. Alors, au moment même, on a l'émotion qui vient. Je te dis, l'émotion de panique, de stress, ben, elle est là, ok. Et puis, ben, tu te détaches, tu prends un peu de hauteur. Ok, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Pourquoi je vis ça? Il y a une raison. Je dis toujours, il n'y a jamais de hasard à tout ce qu'on vit. Tout est enseignement. Qu'est-ce que tu dois en comprendre? Et là, tu te détaches. Tu te détaches. L'émotionnel redescend. Mais de nouveau, pour tout ça, il faut être capable d'accueillir ces émotions. Et la plupart des personnes les refoulent ou ne veulent même pas. Pourquoi? Parce que quand on était petit, on nous a dit tais-toi, ne pleure pas, sois forte, n'exprime pas tes émotions. Donc, et les émotions, il faut en fait les laisser sortir et les accueillir. Il faut pas les mettre en dessous d'un tapis parce que tant que tu vas les mettre en dessous d'un tapis, c'est un peu comme le monticule de poussière qui va monter et qui à un moment donné explose. Et ça, c'est un travail que j'ai appris à oser pleurer, être en colère, exprimer ses émotions pour les comprendre. Parce que Accepter sa part d'ombre, accepter sa part de souffrance, oui, de l'accueillir et oui, puis après ben, d'en faire quelque chose de positif. Mais c'est un peu l'alchimiste, hein, c'est l'idée de cette alchimie, parce qu'on parle de l'alchimiste comme quelqu'un qui crée du plomb, enfin qui fait du plomb de l'or, mais oui, c'est toute cette symbolique que
ben là, je vais dire, tout n'est pas mauvais dans tout ce qu'on fait. Donc, la franc-maçonnerie qui en parle souvent comme une transcendance, une transformation de l'être qui est dans la matérialité et qui veut monter au niveau spirituel. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de sortir ce qu'il y a dans la matérialité qui est sombre, qui peut être difficile, qui peut être compliqué, et alors d'en faire quelque chose de lumineux. L'or réel tel que pour refléter la lumière, l'or. Hein. Oui, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, on veut refouler ces parts de nous, mais l'ombre et la lumière coexistent à l'intérieur de nous et elles font partie de nous, ce fameux yin, ce yang qui est à l'intérieur. Mais je dis toujours, si on ne connaît pas la pluie, on ne sait pas ce que c'est que le beau temps. C'est simplement ça. Si on ne connaît pas la tristesse, on ne sait pas ce que c'est que la joie. Et on a besoin d'expérimenter l'autre pour comprendre, en fait, tout simplement. Quand on apprend aux enfants des choses, ben, s'ils n'expérimentent pas quelque chose, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a de l'autre côté, tout simplement. Et quelque part, le travail d'humain, c'est ça, aller dans son ombre, comprendre ces facettes-là et surtout les accepter parce qu'en fait, on les refoule. Moi, j'estime que je suis une palette de couleurs avec plein de facettes à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, je les ai acceptées. Moi, je peux être la gentille, je peux être la méchante, je peux être la garce. Je dis toujours, je peux être la connasse, mais je peux être la meilleure amie. mais j'accepte ces facettes-là parce que je les utilise au bon moment et quand elles sont. Exactement, oui. Et je les refoule pas, en fait, ces parties-là de moi. Et elles font partie intégrante. Mais la plupart des gens disent non, non, moi je suis pas ça. Mais si, tu es aussi ça. Tu es aussi cette personnalité-là qui fait que tu es tel que tu es. Mais et souvent, quand on dit je ne suis pas comme ça ne voudrait pas dire justement que cette part-là, on ne l'accepte pas, tout simplement? Bien sûr. Moi, le mensonge, par exemple, c'est une part que je refoulais pendant très longtemps parce que c'est ce que j'ai vécu toute mon enfance. Et donc, le mensonge, je suis incapable de mentir. Quand je mens, tu le vois sur ma tête. C'est pas possible, en fait. Et donc, quand on me disait, oui, mais le mensonge, je dis, non, non, moi, je suis pas une menteuse. Je suis pas une menteuse. Non, 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 non. Cette part-là, non, non. Mais en fait, si, je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même depuis de nombreuses années. Mais il m'a fallu longtemps pour accepter cette phase-là parce que pour moi, c'était impensable le mensonge. Alors Se mentir à soi-même, c'est en fait, au final, c'est le pire de tout. Je veux dire, parce que c'est la base, c'est de te faire toi-même confiance, sinon tu peux pas avancer. Donc effectivement, cette idée de refuser le mensonge peut être justement une faille terrible de soi. Oui, mais c'était clairement ça. Et en fait, au plus je refoulais ce mensonge, au plus autour de moi, ben, j'ai attiré des gens qui m'ont menti. Hein, et c'est ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de menteurs autour de moi? Je déteste ça. Mais je leur dis merci parce que quelque part, ils m'ont montré que ben, je me mentais à moi et je n'acceptais pas cette personnalité, cette facette de moi. Eh ben, tu sais, ça me fait penser aussi à l'étape des enfants. Tu vois, quand ils grandissent, ils ont des choses comme ça. Ils veulent refuser l'autorité. Ils ont tendance à mentir. Et tout ça, ça fait partie d'une construction, je veux dire, de l'être. Je veux dire, c'est de savoir où sont les limites. Et je pense qu'en fait, nous, en tant qu'esprit, puisque tout ce qui existe dans le petit existe dans le grand, tout ce qui est dans la matérialité existe dans la spiritualité, les règles sont les mêmes, les principes qu'on voit dans l'hermétisme. Et moi, je t'ai expliqué le Kybalion que j'aime beaucoup. Ben, explique ça aussi, c'est que justement, si on observe nos enfants, finalement, le comportement qu'ils pourraient avoir. Est-ce que tu as déjà vu cette expérience où on voit des petits enfants qui sont à table et alors il y a le papa qui vient leur mettre des bonbons devant la table et qui dit surtout vous ne mangez pas les bonbons. Il y en a toujours un ou deux qui craquent. Je trouve ça trop mignon. Et je me dis qu'en fait notre âme elle est un peu comme ça aussi. Et que on doit expérimenter effectivement par le fait de tenir tête, le fait de sortir de ses croyances, le fait d'expérimenter certaines facettes qu'on n'oserait pas faire en temps normal parce que c'est excitant. Tu vois la tête des enfants là. Oh, c'est comme d'enfants qui est à l'intérieur de nous et quelque part ça aussi il faut l'accueillir. Tu sais, c'est comme on dit toujours, il y a des règles le code de la route, il faut le respecter. On est combien à ne pas le respecter, à rouler plus vite parce J'adore. On joue avec le feu et on se dit on joue, peut-être qu'on gagne, et des fois on perd. Et exactement. Et la vie, c'est ça. C'est accepter le jeu, c'est exactement ça la vie. Alors des fois les gens râlent parce qu'ils ont
une amende parce qu'ils ont fait un excès de vitesse, mais tu as joué, tu as perdu, c'est le jeu, c'est juste ça le jeu, et c'est l'accepter. Et ça, c'est difficile en fait. C'est vraiment Mmh. accepter ce jeu de la vie, que tout ce qui vient, On c'est pas gagne, on perd. pour notre mal. C'est parce que souvent, les personnes qui croient en Dieu, mais le Dieu, il est méchant, il nous. Non, c'est pas ça le but. C'est de nous faire expérimenter plein de choses, nous faire grandir. Et qu'est-ce que tu tires comme leçon de tout ça au final? Est-ce que tu Alors, j'aurais tires envie de rebondir aussi. Oui, J'aurais envie de rebondir là-dessus, en fait, parce que je me dis que les gens, en fait, quand ils te voient dire oui, mais ouais, le bon Dieu, etc., cette expérience-là, je vois, en fait, ce sont des gens qui sont souvent beaucoup plus aigris et beaucoup plus tristes que oui, ceux qui prennent la vie à notre manière, donc c'est-à-dire d'accepter. L'acceptation, pour moi, alors on va dire oui, mais non, alors ça veut dire que tu n'aurais pas de libre arbitre. On en a. On bien en sûr, a de libre arbitre, c'est d'accepter de jouer, de ne pas jouer, donner son accord ou de ne pas donner son accord, mais avec les conséquences qui en suivent. Ça veut dire que exact. nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous Non, sommes dans un monde de responsabilité où je me responsabilise à chaque moment parce que je sais que ça a une conséquence. oui. Tous les actes que tu vas faire dans ta vie ont une conséquence. Il faut juste en être conscient, et à toi de savoir ben, comment tu veux jouer avec ça en fait. Mmh. Mmh. La vie est un jeu, hein, c'est clairement ça, et c'est juste de savoir qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont toi tes propres limites en fait. Et le truc, c'est que souvent on a peur de sortir de ses limites, peur de sortir de sa zone de confort, tel le petit enfant qui va se faire gronder et qu'est-ce qu'il va vivre. Mais enfin, moi, je fais partie des personnes, au plus on me dit ne fais pas ça, ne fais pas, bah, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Expérimenter, expériencer, je veux dire, c'est vraiment ça. Oui, pour moi, c'est ça la vie. Et j'ai justement, dans toute ma vie, j'ai toujours démontré tout ce que les gens ont pu me dire, et j'ai démontré le contraire. Genre, moi, j'étais pas vouée à avoir un troisième enfant. Les médecins m'ont dit, avec ma maladie et tout ça, que mon corps ne le supporterait pas. Ben, j'ai eu un troisième et tout s'est très bien passé. Avec la maladie aux hanches que j'ai eue, on a découlé des problèmes de dos. On m'a dit que je ne pourrais jamais faire de sport. Ce n'était pas une bonne idée pour moi. J'ai couru pendant 2 ans. Ça fait 6 ans que je fais du yoga intensif. Quand on me voit au cours et qu'on me dit, on sait mon parcours, on ne s'imaginerait jamais que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Au plus, tu vas me dire, en fait, non, t'es pas capable ou c'est pas pour toi. Je vais te prouver le contraire, que si, on peut le faire. C'était une phrase qui t'a touché, que tu m'as dit, donc, enfin voilà, peut-être que tu veux bien partager, éventuellement. Et en fait, moi, quand j'étais adolescente, ma mère m'a dit, je serais qu'une petite ouvrière de merde qui n'arriverait jamais à rien dans la vie. Et en fait, je crois que cette phrase, et je la remercie de me l'avoir dit, parce que ça fait maintenant presque 15 ans que je suis indépendante. Donc, la petite ouvrière de merde, elle a bien évolué, et que voilà, là, j'en suis où j'en suis. Et quelque part, il y a une part de moi qui a voulu dire, bah non, je suis pas ça en fait. Je suis bien plus que ça. C'est vraiment ça. On a toujours voulu me mettre dans des cases, m'écraser, et moi, j'ai toujours été à l'encontre de ça en fait. C'est, tu me dis noir, je vais te dire blanc. Tu me dis ça, je vais te dire le contraire. Et peut-être que j'aurais tort, peut-être que je me tromperais, mais au moins j'essaye. J'essaye. Moi, quand j'ai commencé à courir, bon, ben, mes genoux ont un peu dit merde au bout de 2 ans, où le médecin m'a dit, mais madame, on ne commence pas à courir à 42 ans. Et je lui ai fait, ben, pourquoi? Moi, j'avais envie de courir. Mais vous vous rendez compte, avec vos 50 kilos que vous avez perdu, les problèmes, vous avez abîmé vos genoux avant, qui dit, et donc, du quelque part, ouais, et voilà, moi, c'était pas un problème. Bon, effectivement, je sens que la course, ce n'est pas la meilleure des choses pour moi, mais je me suis dit, je l'ai fait. Voilà, j'ai au moins essayé. Et pendant 2 ans, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien été. Le yoga, les premiers temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi. Tu n'arriveras jamais. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai un très très bon niveau de yoga. J'arrive à faire des choses incroyables malgré que j'ai un bassin dévié, 2 vertèbres en moins, machin. Tu viens au cours, tu vois pas que j'ai des problèmes. Hein. Tu le vois absolument pas. Hein. Donc voilà, je me suis adaptée au fait, au final, chaque fois, à chaque situation, j'ai trouvé des alternatives, et quelque part, bah, quand on veut, on peut. Pour moi, c'est vraiment cette phrase-là que euh, tu m'aurais dit, je suis au boulot où je suis il y a 4 ans, je t'aurais dit, jamais de la vie, moi, je ferai jamais des conférences, je vais jamais écrire mon livre, non, non, c'est n'importe quoi. Et
puis ben voilà, la vie m'a amenée à ça et je sais pas dans 5 ans où j'en serai. Je me laisse porter, on verra bien. C'est ça. Donc en fait, on a que les barrières qu'on se met. Oui, oui, les barrières, les limites. Et moi, je dis toujours, quand tu as peur, ben vas-y, vas-y, c'est peut-être là que tu dois aller. Mais c'est oser faire ce pas. Alors, Mmh. il faut pas croire qu'à chaque fois que je passe une étape, je n'ai pas peur. Hein. Il y a des Oui, moments tu es où je pas inconsciente, c'est ça que j'allais mais poser la non, non, question. je suis pas. Ma première conférence, j'ai pleuré, j'ai hurlé, je me suis mise dans un état. Non, je vais annuler. Non, c'est pas le bon plan. Non, je suis pas prête. Ah, je suis passée par toutes les émotions. Au final, bah, merci la première parce qu'il y en a eu d'autres qui ont suivi. Et pour une première, je me suis dit, si j'ai 3 personnes, je suis contente. Hein. J'ai eu 75 personnes pour une première. Et là, j'ai fait, ah, la petite fille à l'intérieur de moi, elle a fait, non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et puis, Refuser la réussite, c'est marrant, hein? ouais, là, on a peur de la réussite, Ouais, clairement. On a ouais. peur de réussir parce qu'on a ce sentiment de ne pas mériter, de ne pas être capable, de ne pas y arriver. Et puis, je me dis, bah, si, en fait, je suis capable. Bon, ok, c'était très stressant, très challengeant, mais j'ai adoré, j'ai surkiffé, en fait, parler devant des gens. J'étais plutôt, pourtant, j'étais une petite fille très timide qui se cachait derrière les jupes de maman, hein, qui virait au rouge à l'école quand il fallait faire un exposé devant tout le monde. Mmh. Mais Ça me fait un peu penser, tu sais, l'expérience quand tu es dans un avion et puis alors après qu'on va te sauter en parachute. ah, L'excitation et cette peur qui monte là, tu vois? Tu as l'avion qui décolle. Enfin, je l'ai pas fait parce que je te dis, sauter dans le ça vide, j'ai fait un un peu du mal. moment que j'aurais dit que je ne ferais jamais ça. Et autour de moi, j'ai tellement de personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit, franchement, c'est incroyable. T'as peur, mais fais-le. Et là, c'est dans un coin de ma tête et je me dis que si je le fais, après ça, peut-être j'aurai plus peur de rien, en fait. Enfin, plus peur de rien, on se comprend, quoi. Mais je me dis que si je suis capable de faire ça, donc là, c'est plus un non catégorique, tu vois. Avant, c'était non, 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 moi, je ne ferai jamais ça. Mais c'est vraiment comme tu le décris, cette peur, cette peur, cette peur, mais au final, tu le fais et en fait, tu te dis, mais waouh, c'était génial. C'est ça. Pourquoi je n'ai Et pas la fait plus peur, tôt? mais la peur, elle est là jusqu'à ce que le parachute s'ouvre finalement. Et le parachute, en règle générale, c'est très rare quand il ne s'ouvre pas. Hein, on est bien d'accord. C'est extrêmement rare. Je veux dire, c'est exceptionnel. Je veux dire, mais en règle générale, il s'ouvre toujours à bon escient. Et alors, cette montée d'adrénaline, c'est une libération et c'est ce côté, je sens que je vis. Oui, mais c'est en fait, c'est ce que j'allais te dire exactement. En fait, nos peurs, c'est souvent la peur de mourir. Mais quand on a peur de mourir, on a peur de vivre, en fait. De nouveau, ce côté de l'autre côté. Yin et yang, vous voyez, On a positif. on a peur de vivre, mais la peur, c'est ce qui nous fait nous dépasser. Quand elle est là, on l'accueille, mais on fait ce pas. Alors moi, j'aime pas souvent le terme sortir de sa zone de confort. J'aime mieux le terme élargir sa zone de confort. Parce qu'on n'en sort jamais, on l'élargit en fait de plus en plus au fur et à mesure. Pour moi, c'est plus aligné. Et donc, quelque part, je l'élargis de plus en plus. Tu sais, je t'ai expliqué que j'ai fait de nombreuses allergies alimentaires, j'ai fait 3 chocs anaphylactiques, ce qui a engendré des angoisses, des phobies, je me suis enfermée, je ne vais plus au restaurant, je ne fais plus rien, je vais plus chez les amis, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai commencé à dépasser tout ça. Et récemment, je suis partie en vacances avec ma fille, on est allé dans un petit restaurant, j'ai été manger. Alors, je suis très prudente et vigilante face à mes allergies. Et au moment où je commence à manger, il y a mon mental qui me dit attention, tu vas mourir. Et à chaque bouchée que je prenais, je disais, Saloperie! je disais à mon mental je mange et je suis en vie. Je mange. Je ne l'ai pas dit tout haut, je l'ai dit dans ma tête forcément, mais à chaque bouchée, t'as vu, je mange et je suis en vie. Je mange. Je la nique à ton mental, quoi. Oui, mais de nouveau, le mental, il est utile, c'est l'ego de protection, il a besoin d'être là parce que sans ça, on monte tous sur un toit et on suicide. Hein. Voilà, il fait son juste rôle. Et quelque part, il me protège face à tout mon vécu. Mais qu'est-ce que je choisis? C'est lui qui me contrôle ou c'est moi qui prend ma vie en main? Et là, j'ai pris la décision que je lui laissais plus ce pouvoir. Et des fois, mon mental, je le prends tel un petit garçon et je lui dis, OK, je comprends ta peur. Je comprends parce qu'après tout ce qu'on a vécu, c'est tout à fait normal. Mais fais-moi confiance, moi je sais qu'on peut aller sur autre chose et qu'on peut y arriver. Donc je le lâche de plus en plus, même si, on va pas se mentir, il y a des moments, voilà, il est encore là. Il est présent et ça a été très marrant parce que je rigolais. Hein, il était là, tu vas mourir, tension, t'es sûr à ce que tu manges? Et chaque fois, je suis en vie. C'est bon, je suis en vie et je mange ma parce que je savais qu'il y avait zéro risque. Effectivement, je suis toujours là, voilà, mais
mais mon mental, il est là. Mais de nouveau, il faut pas se laisser guider par lui. Faut l'accueillir aussi. Il faut aussi l'accueillir. Il est là, il fait son juste rôle. Faut pas le repousser, faut pas le rejeter, faut pas lui en vouloir. Il s'est construit à travers nos croyances, nos Exactement. expériences de vie et tout ce que nos parents nous ont inculqué, tout ce que la société nous a inculqué. Mais c'est le déconstruire en fait. Et c'est le travail de chaque jour. C'est ce que je dis, je n'arrête pas de le faire. Ça vient souvent. Alors, donc, tu fais un super beau métier puisque bon, tu as décidé de passer de l'autre côté et d'aller dans la lumière pour aller Oui, aider des personnes qui ont eu des difficultés ou qui ont des difficultés à passer certains caps, à trouver leur chemin, à les accompagner. Et bah voilà, on peut le dire, hein, j'ai fait l'expérience de vivre un moment avec toi. C'est quand même quelque chose d'assez lourd parce que c'est quand même 4 heures hein, oui, qu'on a passé ensemble presque. Hein, oui. donc c'était quand même assez lourd. Et je Ben trouvais justement, ça. dis-moi toi, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Ah ben voilà, ben justement parce que j'ai vraiment envie d'encourager les gens à oser justement faire cette démarche. C'est une démarche que bah, l'hypnose, j'ai toujours eu un peu peur, tu sais, l'hypnose, on L'hypnose imagine, fait peur. Oui, oui, oui. voilà, on imagine ce qu'on voit à la télé, les gens qui tombent, qui dorment par terre, qui font n'importe quoi sous hypnose. C'est pas du tout le cas. C'est une hypnose qui est plutôt, comme tu as dit, c'était une ouverture de conscience. Je l'ai ressenti vraiment comme ça, une ouverture de conscience. Et donc, t'es à la fois là, tu entends tout ce que Oui, tu tu n'es pas dis, en perte de conscience, hein, tu es pas du conscient. tout. Pas du Oui, tout, mais par contre, c'est pas toi qui parles. En fait, si, c'est si, c'est justement toi. toi, ton sur-toi qui parle, et c'est ça qui est surprenant, parce que c'est ce que je te disais, c'est assez marrant parce que j'ai remarqué que mon surmoi avait énormément d'humour. C'est chouette. Allez, Ouais, mais les consciences, elles sont toutes différentes. Il y en a certains qui ont des consciences très directives, il y en a qui sont très joviales. Enfin, chacun a des consciences différentes. je me Hein. suis entendue éclater de rire en disant que j'allais changer et que c'était tout à fait faisable et gérable. Donc j'ai eu des sensations où je me suis dit waouh. En fait, je savais bien que c'était pas vraiment mon corps qui parlait, que Non, c'était c'est au-delà. oui, Exactement. Et à la fois, ben, c'est quelque chose de transformateur. Dès le départ, je trouve que déjà, moi, au premier abord, bon, maintenant, bon, je conscientise et j'ai déjà fait un travail sur moi, hein, on est bien d'accord. oui, Mais, je trouve que c'est parlant. Et tu as fait une expérience magnifique, c'est que tu m'as raconté une histoire juste oui. après cette hypnose Ton qui a été histoire. waouh. Mais oui, mais l'histoire de mon âme, mais c'était juste magnifique parce que je veux dire, c'est ou d'une histoire d'avant, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'était très Oui, très l'histoire d'avant qui a fait celle que tu es aujourd'hui, en fait, et les expériences que toi, tu dois en comprendre par rapport à cette histoire d'avant. Et c'est vraiment, parlant. c'est C'est très très parlant. parlant, Oui, oui. J'ai parfois du mal à expliquer vraiment ce que je fais parce que ça peut, malgré que je fais des conférences là-dessus, je m'aperçois que aller expliquer en profondeur exactement, je dis toujours il faut le vivre pour le comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait avant même de me former dans tout ça, parce que tout ce que moi je propose dans différentes sortes d'accompagnement, pour moi, je dois d'abord moi-même l'expérimenter c'est ça. pour pouvoir bah, dire que ça marche et qu'est-ce que ça a comme effet au final. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se forment et qui n'ont même pas fait eux-mêmes ce genre de choses. Et c'est ce que dans mes accompagnements, quelque part, ben, il y a toute mon expertise professionnelle, mais il y a toutes mes expériences de vie à moi que je mets dedans, dans les deux, parce que je peux dire que ça fonctionne. Alors, je fais essentiellement les séances d'hypnose, je ne fais pas que ça, mais pour moi, les séances d'hypnose sont un gros travail sur soi qui permet vraiment d'aller comprendre au niveau de la conscience ce qui se passe, quels sont les enjeux en tout cas actuels au moment du rendez-vous de la personne. Mais après ça, il peut y avoir d'autres accompagnements, il peut y avoir d'autres séances plus courtes. Je dis toujours la première, elle dure 3-4 heures parce que c'est vraiment la plus grosse. Moi, j'ai fait moi-même plus d'une vingtaine de séances parce que j'avais besoin, je suis une boulimique d'apprentissage, de compréhension, donc j'ai besoin de décortiquer. Et celles-là, elles durent entre 1 à 2 heures, elles sont beaucoup plus courtes parce qu'on va vraiment plus, on va cibler, j'ai envie de dire. Et puis, chaque séance, elle évolue en fonction de nous, notre propre évolution. Moi, il y a des réponses que je n'ai pas eues à ma toute première séance parce que je n'étais pas prête de les entendre. Il fallait que je passe encore par des chemins de compréhension au final. Hein. Et
toutes les personnes qui ont fait des séances avec moi, je dis toujours, tu ne peux pas être la même personne après une séance. C'est pas possible. Je confirme que déjà là, c'est de hier à aujourd'hui, j'ai été, bluffée. Oui, Bluffée parce que c'est effectivement, c'est des choses qu'on sait intérieurement et intrinsèquement, oui, oui, mais oui, qui ont besoin d'être, heu, exprimé. ouais. C'est ça, en fait. Tout simplement. C'est d'aller les exprimer. C'est pour ça l'intérêt que j'enregistre les séances. Parce que, ben, comme beaucoup de personnes me disent, je me souviens de tout au début. Au fur et à mesure de la journée, déjà, tu vas oublier. Et je suis pas sûre que 3 jours après, tu te souviennes de tout ce que tu as dit. Et quelque part, c'est d'aller réécouter pour que tu mets vraiment de la conscience sur tout ce qui a été fait. J'ai eu une seule fois une dame qui, après la séance, m'a dit: «Il y a rien qui a changé depuis». «OK. Qu'est-ce que vous avez fait depuis cette séance?» «Bah, rien», qu'elle me dit. «OK, d'accord». Je dis toujours: «J'ai pas la baguette magique. Je vais pas être celle qui va venir vous taper sur les doigts tous les jours pour voir qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez conscientisé, qu'est-ce que vous avez fait depuis cette séance. C'est pas mon rôle. Moi, je viens éveiller, je viens mettre les petites graines qui ont besoin d'être transformées dans votre vie. Mais de nouveau, ce fameux libre arbitre, vous en Mmh. faites ce que vous voulez de cette séance. Hein. C'est à vous de voir, OK, là, ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses que je dois changer dans ma vie, dans mes comportements, bref, dans plein de trucs, mais qu'est-ce que tu en fais de ça, en fait? Et ça a été une belle expérience avec cette dame de me dire, OK, il y a des gens qui n'ont pas envie et qui attendent tel un miracle que je change toute leur vie. J'ai une dame un jour qui a débarqué et qui m'a dit, vous allez remettre mes compteurs à zéro? Je dis, vos compteurs? Oui, toute ma vie, vous allez la remettre à zéro. Ah non, madame, ça, ce n'est pas possible, je lui dis. Et ce serait dommage de les remettre à zéro au final, parce que quelque part, vous ne On est seriez là pour se re pour justement travailler sur le souvenir de ce qu'on a vécu avant et pour pouvoir en sortir quelque chose de positif. ouais. Donc surtout pas oublier, surtout Mais s'en oui, rappeler et c'est le travail de notre vie, de notre incarnation, je pense, à l'heure actuelle, parce que oui, c'est une incarnation qui est extrêmement importante, hein, il faut le rappeler, parce oui, qu'à l'échelle, planétaire, on est en train de faire une évolution de conscience également. Parce que quand on montre l'exemple, moi, comme lanceur d'alerte, je suis toujours en train de me dire, oui, on montre l'exemple, etc. Mais en fait, le travail qu'on fait sur nous-mêmes, on est en train de le faire à l'échelle mondiale et on nous demande juste de travailler sur nous-mêmes. C'est ça qui est le plus important. C'est pas d'aller sauver les gens, c'est de nous-mêmes changer. Et ce que j'essaie d'apporter dans les émissions, c'est mon changement à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, j'ai des retours de gens qui disent, Anne, j'ai vraiment apprécié. Waouh, tu es devenue posée, tu es devenue beaucoup plus calme. Eh ben oui, parce que je prends conscience effectivement que la personne que tu peux changer, c'est toi-même uniquement. Que tout ce qu'on voit, c'est juste de l'observation qu'on peut faire. On ne peut pas changer la situation extérieure, mais nous, on peut changer. Mais en nous changeant, nous changeons évidemment le paradigme extérieur. exactement. Mais clairement, mais moi, j'ai passé ma vie à vouloir sauver la planète, Et hein, c'est ça, parce que quoi. ben, la planète est en Pour souffrance. Si j'avais, ben oui, ça aurait pu j'ai pris conscience que moi toute seule, ça allait être vraiment beaucoup difficile. Et donc, du coup, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire ce travail. Et en fait, à l'époque, on me disait, change-toi et tu verras autour de toi, les choses changent. J'avais du mal à comprendre cette phrase. c'est Et quand tellement j'ai vrai. commencé à faire ce travail et à changer, ben, les gens autour de moi ont changé. Ah, bien sûr, Alors, je donne toujours cet exemple, si toi tu changes et qu'autour de toi, il y a 10 personnes qui changent, qui elles-mêmes vont changer, vont faire changer 10 personnes autour. l'effet Donc, papillon, mais c'est ça en fait. mandala, l'effet mandala, c'est Et un c'est peu ça. ce fameux exemple que tu dis, tu sais, cette phrase, on me l'a dit, tu es un exemple, un modèle, mais ah, je n'aimais pas ce C'est mot. ça, c'est ça. Qui j'étais pour être un exemple et un modèle? Et au final, au jour d'aujourd'hui, on me dit tout le temps, tu es inspirante, tu donnes envie. Inspirante, j'aime beaucoup mieux ce mot-là. Exact. Inspirante, voilà. C'est t'en Tu fais ce que tu veux, tu inspires, tu inspires. C'est pas que tu es un modèle, tu ne dois pas ressembler on ne non, doit pas ressembler absolument à pas. toi. Tu me Voilà, ressembles exactement. Et ça, l'importance des mots est très, très, très Oui, subtile. oui. Donc, d'utiliser effectivement les justes mots. Inspirante est beaucoup mieux parce que tu laisses la liberté à chacun d'agir selon son cycle, parce qu'on a chacun des Exact, cycles différents aussi, hein. bien sûr. On n'évolue pas Chacun tous de la son même manière. évolution, chacun son incarnation, chacun son histoire, son bagage. Et moi, souvent, je me considère plus comme une semeuse de graines. Je sème mes petites graines étant fait. Alors, il y en a qui j'aimeront et d'autres qui ne j'aimeront pas, et c'est pas grave. Et chacun en fait ce qu'il veut au final. C'est pour ça que tout ce que je partage à travers les réseaux et autres,
ben, soit ça parlera à certaines personnes, soit ça ne parlera pas. Et prends ce que tu as envie de prendre hors de tout ça et peut-être regarde dans ta vie ce que ça résonne en fait. C'est ce que ça vient résonner dans ta vie tout simplement. Voilà. Alors, je vais quand même mettre ton Insta avec bien donc Décodam. C'est un joli jeu de mots. Ah, Euh, c'est une histoire aussi ce mot. ben, tu peux la raconter. Tu peux raconter cette En histoire. fait, à la base, moi, j'ai fait des études d'art parce que je voulais être décoratrice d'intérieur. La vie a fait que j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Bref, j'ai fini toutes mes études d'art. Et dans mes accompagnements pour le professionnel, on m'avait dit, il faut que tu trouves un nom de société. Et je suis souvent à mon intuition, mes ressentis, et j'ai le mot décodable qui vient. Bon, ce nom, il est resté dans un de mes carnets pendant 3 ans, hein, fermé. Et puis un jour, quand j'ai fait tout ce travail, j'ai pris conscience que c'est pas la décoration que je veux faire, c'est le décodage de l'âme, tout simplement. C'était dingue, hein. Et donc j'ai ressorti de mon carnet, mais je l'avais écrit déjà ce nom-là il y a 3 ans. C'était Synchronicité. oui, mais voilà, il est sorti, je l'ai écrit, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais j'ai vraiment compris que c'était pas alors la décoration reste toujours une passion, hein, mais voilà, c'est ce qui m'a amené à me former en Feng Shui, le Feng Shui, notre intérieur personnel. Donc voilà, tout ça a fait que, et aujourd'hui j'ai compris que c'est le décodage de l'âme, aller décoder les blessures de l'âme, les compréhensions et tout ce qui en découle, d'où le pourquoi décodame. Ben, voilà, c'est un beau titre et c'est une belle petite phrase enchanteresse, je trouve. Alors, ben, écoute, tu as un projet aussi en tête que j'aimerais bien dont tu dois parler. Ben, tu en as parlé un tout petit peu. C'est ce Oui, fameux livre. oui, il est sur la fin, enfin. Ça fait 3 ans que j'ai pris la décision suite justement à un séminaire de développement personnel. Je vais juste faire une parenthèse sur ce séminaire. Nous était invités à écrire une lettre à la personne qui nous a fait le plus souffrir. Je vous laisse deviner à qui j'ai fait cette lettre. Et puis, ce monsieur nous propose, si quelqu'un le veut, d'écrire cette lettre, de la lire, pardon, devant tout le monde. Je ne réfléchis, je sais pas pourquoi, je ne réfléchis pas, je me lève et je lis cette lettre, sans regarder personne, bien sûr, parce que je suis très timide encore à ce moment-là. Et je me souviens à la fin avoir crié, et je te remercie, connard, grâce à toi, je suis la femme que je suis. Quand je baisse les yeux, je vois tout le monde en pleurs, tout le monde qui m'applaudit. Et suite à ça, j'ai 3 femmes qui viennent me trouver et qui me disent, tu sais, on a vécu la même chose que toi. Comment est-ce que tu fais? Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive cette histoire pour pouvoir transmettre un message. Et puis la vie m'a fait rencontrer Robert Savoie, qui est une personne extraordinaire, qui lors de sa conférence va dire une phrase qui va me mettre dans un état. Cette phrase, c'est: à travers ton histoire, tu n'as pas le droit de priver les autres de qui tu es. Et ça a tellement résonné en moi que ça m'a encore plus envie donné de continuer. Et le but, c'est pas de raconter mon histoire pour raconter mon histoire, c'est de montrer un message d'espoir et de se dire, ben, de là où je viens, de là où c'était pas gagné d'avance, ben, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Et peut-être faire écho chez certaines femmes, certains hommes qui ont peut-être vécu la même chose que moi, et de se dire que ben, on peut s'en sortir en fait. C'est pour ça que c'est super important pour moi de se sortir ce livre. Est-ce que c'est pas aussi une juste réparation, une introspection de toute manière? Ah, Ça fait partie d'une thérapie un peu. l'autobiographie, ouais, c'est costaud parce que c'est pour ça que ça a mis 3 ans, parce qu'il y a des périodes de ma vie que j'avais complètement occultées, et j'arrive à un moment du livre où je me dis, mais comment je raconte une histoire que j'ai oubliée, je m'en souviens pas. Et c'est là que je demande à l'univers, je dis, ok, aujourd'hui je suis prête, je veux m'en souvenir, mais au moment où tous les souvenirs viennent, c'est un tsunami, il me faut plusieurs jours pour m'en remettre, parce que j'accepte de me souvenir. Je suis prête à ce moment-là à me souvenir exactement pour pouvoir l'écrire sur un papier. Parce que sinon, je ne sais pas continuer mon histoire. Et donc, c'est pour ça que oui, c'est un énorme travail sur soi. C'est pour ça qu'il prend autant de temps. Et parce que je suis à la base pas écrivain dans l'âme, et donc je me fais aider en ce sens à travers de belles personnes qui m'aident dans ce chemin.
mais à remettre de la profondeur sur certaines choses. Enfin voilà. Donc là, on est sur la fin. On y arrive vraiment. J'ai hâte, en tout cas. Est-ce que tu peux dire à l'heure actuelle, Il y a plein de choses en même temps. est-ce que tu peux dire qu'à l'heure actuelle, tu es fière de toi? Clairement, clairement. J'arrive à me regarder en face et de me dire, mais waouh, tu te rends compte de ce que tu as fait? Et je l'ai encore plus pris conscience il n'y a pas longtemps. J'ai regardé un film avec une femme qui a été battue et qui se sent sortie de là. Et j'ai pris conscience que on n'est pas beaucoup à faire ça. On n'ose pas, en fait. Et ce serait tellement mieux si on serait plusieurs à faire ça, à sortir de toute notre souffrance. Ce serait mon vœu, en fait. Et peut-être c'est ça ma sauveuse à l'échelle mondiale sous forme d'un livre. Voilà. L'envie que tu aspires les autres à faire comme toi et parce que tu sais que c'est une parcours, mais de comprendre ma démarche, dans quel but, en fait. C'est vraiment ça. De se dire qu'on peut s'en sortir. On a le choix de rester dans le fond de la piscine pendant toute sa vie, mais on a le choix de prendre l'impulsion et d'en sortir et d'en être plus fort au final. C'est chacun. Chacun choisit et moi j'ai fait ce choix de prendre ma vie en main et de ne plus la subir. Bah écoute, on va laisser ça c'est le mot de la fin pour moi qui est vraiment un message d'espoir et vraiment très très beau. Stéphanie, je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous parce que je sais que, ben voilà, ça fait partie aussi de tout un cheminement. Oui. C'est un très beau cadeau que tu nous fais. Et j'espère que les auditeurs apprécieront parce que ben moi, en tout cas, j'ai passé un moment de kiffance, comme je te dis. Hein. À chaque fois, c'est vraiment l'important pour moi, c'est de passer un moment de kiffance. Merci beaucoup pour... Merci à toi, merci pour ce qui tu es et ce que tu apportes aussi à ta petite échelle avec tes petites graines que tu sèmes autour de toi. Et c'est beau ce que tu fais, ce que tu partages et donc je te remercie. Je t'embrasse très fort. À très vite. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Je tiens à vous remercier aussi de partager parce que vous faites partie de ces petits colibris. Et si ça peut aider d'autres personnes à prendre la démarche de se reconstruire et de briller, de devenir aussi des initiateurs de changement, eh bien c'est tout cadeau pour tout le monde. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.